Comment tu t'appelles? Laziche, le gros bébé, vous m'avez fait chercher, vous vous rappelez? J'oublie facilement. Il m'arrive de rencontrer un type et de ne jamais plus le revoir. Les copains chez moi, ça défile. Un gros plat de soupe comme toi, ça n'a pas de bon ami, hein? Je suis marié. Bon. S'il t'arrive quelque chose, on s'occupe de ta femme. Si t'es dans la mélasse, on te trouve un avocat. Si tu vas en tôle, tu touches ta paix pendant le temps que t'es à l'ombre. Tiens. Voilà ton fric pour la semaine. Merci, monsieur Rico. Je suis prêt à faire n'importe quoi, même à tuer quelqu'un. Ne dis jamais ça. Un meurtre, c'est un contrat. Et la mise, c'est le mec qui se fait descendre. Il ne faut pas que tu oublies ces mots-là. Comme ça, si les poulets t'entendent, ils ne savent pas de quoi tu causes. Tu piges? Oui, monsieur. Il y a autre chose? Ouais. Brûle les fringues que t'as sur toi et va t'acheter un costard. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 13. Cette semaine, émission mobilité, attente et détails. On a failli courir vers vous, on a failli crier vers vous. C'est à peine si on a pu se retenir. Que c'est loin, vous en allez, aurez-vous jamais le temps de revenir? Et on entend siffler le train, on entendra siffler ce train toute notre vie. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Richard Anthony. Richard Anthony, effectivement, et on entend siffler le train. Reprise on sent bien que j'ai 75 ans. de hein. 500 Miles. C'est toute ma jeunesse, ça. Hein. Car donc, exactement, mon cher. Et d'ailleurs, dans le premier film dont nous allons parler ce soir, nous allons remonter au temps béni de ta jeunesse avec Train Dreams. Non, avec une femme à abattre. Non, avec Train Dreams. On commence par Train Dreams. Oui, okay. de Clint Bentley, qui va nous ramener au début du siècle. Oui, et ensuite, mon adolescence. Et ensuite, nous parlerons d'un film plus récent, puisqu'il se passe dans les années 50, avec La femme à base, a.k.a. The Enforcer, film de 1951, réalisé par Brett Windust et Raoul Walsh, réédité en Blu-ray chez Rimini. Et pour parler de ce joyeux programme, il y a évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a le fringant et le jeune, carrément fleuré. Bonsoir Thibaut. Le fatigué, carrément fleuré. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Et il y a également donc le pimpant Dr Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, il y a la vieille bille qu'on peut dire, celle qui fait quand même joyeusement remonter la moyenne d'âge de cette émission. Il y a Margot. Bonsoir Margot, qui vous coucoute. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. Les agendas locaux pour commencer. Eh bien, nous allons quand même commencer par célébrer la grande nouvelle de la semaine dernière, puisque notre petit Simon le jeune, aka Simon Gosselin, est devenu docteur en études cinématographiques vendredi dernier. Et nous y étions. Gloire à lui. Gloire à lui, voilà, une belle soutenance, plein de louanges, une thèse ambitieuse, et un chercheur formidable. Donc voilà, c'était très bien, on est très contents. Et humble, modeste. Modeste et humble. C'est revenu dans quasiment toutes les exigeant, ambitieux, mais humble. Donc voilà, bravo Simon, qui rejoint la grande famille des docteurs de cette émission. Pas nous, Thibaut, mais Dr Erwan. Ah, vous deux, vous faites un docteur. Oui, c'est voilà. bon. Docteur JB, deux docteurs Simon maintenant. Voilà. Nous sommes un petit peu les prolétaires de la recherche cinématographique. Les soutiers de la recherche. Les rombiers. Nous sommes juste des maîtres en cinéma. Nous sommes juste des maîtres. Donc voilà, bravo Simon, très content. De toute façon, vous le réentendrez dans cette émission dès qu'il faudra parler de films de vieux schnock, effectivement. Parce que il aurait pu venir pour aujourd'hui. C'est vrai, mais là, je pense qu'il souffle et il va bientôt souffrir. Il décompense. Il va souffrir de baby blues post-soutenance. De postpartum de soutenance. Exactement. Sinon, donc, agenda local, ce week-end, outre les festivités de Dr Erwan pour les transmusicales de Rennes, qui va encore passer 3 jours à faire des fêtes de Zazou au Parc Expo. Mais je joue pas, je précise.
je me contenterai d'écouter Par contre, de je la paierai musique pour voir ça. et je rentrerai quand je serai fatigué. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire à ton âge Ah bah vénérable. mon âge vénérable, oui, c'est-à-dire en gros à minuit quoi. Ah oui, tu à vas minuit, partir ouais, à minuit, je serai l'heure à parti- laquelle les gens à minuit, arrivent. Ouais, voilà, je serais parti à minuit moi. Oui, Voilà, tu me connais. Hein. évidemment. Donc voilà, sinon, mais donc pour vous remettre de votre gueule de bois post-transmusicale, dimanche soir, si vous n'allez pas continuer à faire la bringue, vous pourrez venir donc à l'Arvor dans le cadre des films du dimanche soir, puisque nous avons la joie de vous proposer, je vous le rappelle, Master and Commander de Peter Weir. Ça va être formidable. Donc voilà, à 20h15. Sinon, la semaine prochaine à Cinémaniacs, c'est la dernière séance du semestre, non, avant-dernière séance du semestre, pardon, avec Certains Lame Show de Billy Wilder. Pas mal, hein. Petite comédie sans prétention. Exactement. Et par contre, demain, au tambour, c'est la dernière du semestre, spécial John Travolta, avec à 18h15 Blowout, un des meilleurs chefs-d'œuvre de Brian De Palma, suivi de La fièvre du samedi soir de John Badham. Super. Pas mal. Voilà. Ce qui aurait été bien, ça aurait été de faire La fièvre du samedi soir et Staying Alive, réalisé par Stallone. Sylvester Stallone. Et qui Ah. a fait la couverture de Starfix numéro 3. Ouais, exactement. Que j'ai vu il y a très longtemps. Staying Staying Alive. ouais. C'est pas ouf. Non, Stallone qui fait un caméo dans Staying Alive. Oui. On se demande est-ce que c'est Rocky Balboa ou pas. Exactement. Ah, est-ce que c'est le multiverse? Moi, j'ai un souvenir de Travolta avec une batte de baseball qui terrorise un manager ou un truc comme ça. Mais peut-être que je. Un peu comme Stallone dans Fist de Norman J. Wilson, Ouais, qui a une peut-être batte de bien. baseball. Mais c'est Ah là là, mon incroyable. Dieu. Voilà, Tout se le rejoint. Stallone, le Stallone multiverse. Le Stalloneverse. Oui, mais au moins Travolta n'a pas rejoint la task force des fachos d'Hollywood auprès de Donald Trump comme Stallone. Hein. Émissaire MAGA auprès d'Hollywood avec John Voight et Mel Gibson. Ouais. Bref. Bon, John Voight, c'est les États-Unis. Oui, Mel Gibson non plus. Oui. Bref. Sinon, à l'Arvor dimanche, donc avant Master en Commander, le matin, pour les petits et pour les grands, vous pourrez aller voir Au revoir, Fievel et le Nouveau Monde Super de film. Don Bluth. Super film. Exactement, super film. Film que j'ai vu quand j'étais petit. Ah oui. Beau film Et qui d'aventure triste et Avec mélancolique. une scène d'ouverture de pogrom qui m'avait terrifié moi quand j'étais gamin. Une espèce de Madeleine de ma jeunesse. Ouais, on sait très bien. Ça, Basile détective privé, tu vois. c'est formidable, ça. c'est- Avec Basil Rathbone qui faisait Basile Ouais. dans la VO. Et je sais plus c'est qui en VF, mais le méchant c'est Gérard Rinaldi. Ah ouais, donc que du bon quoi. Voilà, Que du formidable. Bref. Autrement, au TNB, à partir de demain jusqu'au 18, ça sera une rétro des films de Patrice Chéreau. Voilà, vous pourrez notamment voir son meilleur film et de loin, qui est donc La Reine Margot, qui sera présenté par Jean-Hugues Anglade, qui est formidable dans le film parce qu'il il transpire du sang, c'est dégueulasse. Enfin, le film globalement est assez. Ouais, c'est un film bien baroque. gore. C'est un film assez Oui, goré. mais hein. c'est gore, hein. c'est pas trop aimable. Non, c'est pas aimable, alors qu'est-ce que c'est bien. Un des derniers grands rôles d'Adjani. Oui. Peut-être même Super musique de Goran Bregovic. Ah ouais. Le dernier grand rôle d'Adjani. Qui quand même nous rappelait qu'elle était une putain d'actrice. Bah ouais. Autrement, sortie nationale demain, un biopic Teresa, donc sur Mère Teresa avec Noomi Rapace. Si c'est comme l'abbé Pierre, on va apprendre en fait que dans un mois qu'en fait elle était dans des réseaux pédophiles Elle était en pas Inde, claire. on Elle ne était sait pas pas. claire. Donc voilà. Il n'y a pas eu 2-3 trucs de sortie déjà Sur Teresa Ouais. Oh, je crois. Vérifions. Probablement. Oh, on s'en fiche. Des films de Zeffirelli peut-être. Autrement, il y a un projet qui ressemble à un nouveau film de propagande pour le régime chinois de la part de Jackie Chan avec The Shadow's Age. Énième film d'action ramolli et ramolo, probablement. Le pauvre Jackie qui plonge dans les carrières. C'est même pas du DTV, hein, parce que c'est des grosses prods tunées, mais c'est... Ouais, mais bon, sans vraiment d'intérêt. Voilà, Quoi. sa carrière est un petit peu derrière lui, quand même. Jackie Chan. Autrement, il y a Gérald le Conquérant, le nouveau film de Fabrice Eboué sur un mec qui veut faire l'équivalent du Puy du Fou, mais au Mont-Saint-Michel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Ces films ne sont jamais vraiment totalement réussis, mais Non, mais ils sont jamais totalement nuls. Non, Non, voilà. mais voilà, Fabrice Eboué, il a ma sympathie. Oui. Moi, c'est un garçon très. Il a ton vote. Oui, tout à fait. C'est un garçon très très sympathique et je salue sa persévérance et voilà. Puis c'est une forme de sincérité, voilà, qui est pas déplaisante. À propos de garçons sincères mais pas sympathiques, Abdelatif Keshish, donc dont nous reparlerons la semaine prochaine à l'occasion de la sortie enfin de Mektoub My Love Canto Doué dans les salles, et nous en reparlerons parce que le premier était ça m'avait tellement cueilli et j'en étais le premier surpris, c'était formidable. On hâte de voir ça quand même 7 ans après le premier volet, mais bon. Nous en reparlerons la semaine prochaine plus en détail.
Autrement, il y a un film semi-documentaire, semi-fiction de Roman Boringer, donc adapté du livre de Clémentine Autain qui joue également dans le film Dites-lui que je l'aime, le livre que Clémentine Autain avait consacré à sa mère qui était comédienne et qui avait joué notamment dans le premier film de Jean-Marie Poiret. Mais j'ai oublié son nom, mais voilà, donc sa mère est morte quand elle était relativement jeune, elle a écrit un livre dessus et Roman Boringer a fait donc un film docu-fiction sur ce sujet. Autrement, il y a un documentaire sur une personne qui est étonnamment encore vivante, elle ne veut pas lâcher l'affaire, sur Brigitte Bardot donc. Voilà, bon, elle va peut-être bientôt casser sa pipe, mais avant 2027, histoire que ça fasse une fois en moins, pour qui vous savez. Autrement, là par contre, des belles nouvelles, les actrices préférées de Thibaut depuis quelques années, depuis Six Underground de Michael Bay. Donc c'est demain, nouveau documentaire réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion. Voilà. Aucun rapport avec Céline ? Non, pas du tout, je ne crois pas, non. Et toujours tout ça parce qu'elle remet bien sa mèche dans Six Underground. Exactement, elle est formidable aussi dans le film. Autrement, pour vous, si vous détestez la musique, il y a The World of Hans Zimmer, A New Dimension au cinéma. Voilà. Et autrement, sort à la fin de semaine directement sur Netflix, comme son précédent film White Noise, le nouveau film de Noah Baumbach avec George Clooney, Jay Kelly. Pourquoi pas ? Voilà. White Noise, c'était cool. Ouais, c'était plutôt pas mal. Il y avait des bonnes choses dedans. Donc voilà, nous allons passer à la section critique de cette émission. Nous allons remonter au début du siècle dernier avec Un train solitaire. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Johnny Burnett and the Rock'n'Roll Trio avec Lonesome Train on a Lonesome Track. Car de train, il en est plus ou moins question. Donc dans le bien nommé Train Dreams, réalisé par Clint Bentley, sorti il y a une dizaine de jours sur Netflix, adapté de la novella de Dennis Johnson. Donc film distribué par Netflix mais non produit, ça se voit d'ailleurs dans la facture de l'image, parce que le film était à Sundance et les droits de distribution donc ont été achetés par Netflix lors du dernier festival. Et donc de quoi que ça nous parle ? Eh bien ça nous parle d'un bon gars, incarné par Joel Edgerton, toujours formidable, belle gueule du cinéma, pas seulement américain parce qu'il est australien d'origine. Bourru sensible, c'est ça exactement, qu'on avait pu découvrir dans la prélogie Star Wars, dans Warrior, dans 13 Hours, dans Zero Dark Thirty, pardon. Après, dans Zero Dark Thirty, c'était pas facile parce que à la fin, c'était que des Navy Seals, des blancs avec des grosses barbes. Alors, c'était et dans Loving, où il était. Dans Loving de Jeff Nichols, où il était absolument formidable. Qui est remercié dans le générique de fin, d'ailleurs, de Train Dreams. De Train Dreams. Donc, Clint Bentley, en fait, c'est un metteur en scène. C'est son deuxième long métrage. Le premier, il avait co-réalisé, c'était Joker, il y a quelques années. Il avait co-scénarisé le film de prison Sing Sing sorti l'année dernière. Joker, rien à voir avec le Joker. Rien à voir avec le film de Todd Phillips. Oui, Joker. Oui. Joker. Et donc, le film nous parle d'un garçon, d'un jeune homme, d'un homme incarné donc par Joel Edgerton, né à la fin du 19e siècle, enfant qui grandit seul et qui en fait va se retrouver à être bûcheron et à travailler sur différents chantiers à l'ouest des États-Unis, notamment dans l'Oregon. Il va participer à la création, enfin à la construction du chemin de fer. Il sera principalement bûcheron et ça va être en fait sa vie dans les 60 années suivantes, à un moment donné avec sa femme incarnée par Felicity Jones, jusqu'à la fin des années 60. Et on va suivre ce personnage mutique, ce personnage plus ou moins étrange qui nous est principalement raconté par une voix off qui est racontée par l'acteur Will Patton, un familier des films de Kevin Costner mais aussi de Armageddon de Michael Bay, puisqu'il jouait donc le meilleur pote de Bruce Willis dans le film. Moi, c'est comme ça que je connais Will Patton et que j'aime bien Will Patton. Donc voilà, et double point Michael Bay dans cette émission. Ça va très vite, mais là, nous étions sur le point Michael Bay, mais le film nous fait avant tout penser au point Terrence Malick, auquel je pense que Clint Bentley se réfère beaucoup en termes narratifs, en termes sensibles et en termes formels, puisque donc cadre resserré, qui n'est pas du 1.33, qui est du 1.50, qui est un format qu'on voit très peu quand même au cinéma, de manière générale dans l'histoire du cinéma et encore plus de nos jours, mais qui colle très bien effectivement à la verticalité des lieux, puisqu'on passe quand même beaucoup de temps dans les grandes forêts de l'ouest des États-Unis, évidemment, parce que le personnage principal est bûcheron.
Et donc Bentley essaye, mais ou travaille et arrive quand même, je trouve, la plupart du temps, une certaine pastorale américaine pour essayer de raconter une traversée d'un demi-siècle de l'histoire américaine, mais vraiment par le côté, par un personnage étrange qui ne s'inscrit pas dans l'histoire, mais qui reste toujours à la marge, tout en ayant témoin quand même des grands changements de l'histoire américaine, notamment cette étape majeure qui a été la construction du rail américain. Thibaut. Oui, c'est un film qui est très curieux, qui a énormément de qualité et qui est également truffé d'un défaut majeur, il me semble, c'est sa déférence au cinéma de Terrence Malick, dans le sens où, ok, on peut filmer une élégie malikienne pendant quelques temps, mais de là à en faire vraiment beaucoup, je trouve que du coup le film pas se complaît dans cette posture-là, mais en fait s'emprisonne, voilà, plutôt dans cette posture-là, et je trouve ça absolument dommage parce que, comme tu le disais, il y a énormément de qualité, et je trouve que le film, malgré cela, arrive à raconter quelque chose. Alors bien entendu, on est dans un film plutôt sensible, on est dans un film qui va plutôt chercher à toucher pas nos sens, mais c'est quelque chose c'est un film qui est aérien, et dans ce sens-là, il va se refuser aux grands discours sur la frontière américaine, sur la construction du cheval de fer. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas, il va lancer des petites pistes ici et là, et c'est à nous, spectateurs, avec bien entendu, il faut quelques connaissances en civilisation américaine, qui va pouvoir en fait démêler un petit peu le programme du film. Après, j'ai beaucoup aimé au début, moi, j'ai vraiment scotché, parce que Joel Edgerton est un acteur absolument magnétique, bien entendu. Felicity Jones, sa compagne, puis sa femme, est une actrice absolument merveilleuse, bien entendu. Et je trouve que ce rapport à l'histoire, où il va se retrouver en marge de l'histoire, je trouve que ça corrobore cette absence de discours. Et en effet, tu as raison, je trouve que au début du film, le personnage de Joel Edgerton n'est jamais totalement dans le cadre. En fait, il est souvent coupé dans une espèce de plan, c'est même pas du plan américain, c'est un plan au-dessus de la ceinture, littéralement. Quand parfois il n'est pas bord cadre en bas, il est quasiment coupé au niveau des épaules. C'est très surprenant. Il est rarement inséré pleinement dans l'espace. C'est très surprenant. Il y a énormément beaucoup de zones d'ombre. Il y a des tunnels. Il est dans les bois. Il essaye de comprendre en fait les enjeux des autres personnages, de ses autres comparses. Mais voilà, il se retourne. On ne sait pas trop où il est. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Et je trouve ça absolument passionnant. Après, voilà, le problème, ce que je disais au début, c'est l'emprisonnement malikien, en fait. Le systématisme. C'est le systématisme, et du coup, je trouve que petit à petit, le film, alors que le film ne fait qu'1h35, le film, je trouve, l'intérêt du film s'étiole. Il s'essouffle un peu. Parce que, en fait, il en fait trop, et même, sans trop divulgacher, mais voilà, il y a un drame central. Il y a un drame central qui va se poser. Et la deuxième partie du film, si on peut diviser le film en deux, la deuxième partie, en fait, du coup, on s'en fiche un petit peu. En fait, je trouve que l'intérêt s'amoindrit parce qu'en fait, tout d'un coup, il devient beaucoup plus rapide. Il a déjà certaines séquences qui sont des montages relativement rapides au début, mais justement pour montrer un petit peu les différentes sensations qu'il peut ressentir au contact de la nature, au contact de ses camarades de travail. Mais dans la deuxième partie, comme justement, il reproduit un petit peu le même schéma narratif, les mêmes principes de mise en scène, ça s'étiole un peu, alors que je trouve que justement il aurait dû prendre plus de temps pour faire plus ressentir la solitude du personnage. C'est ça, en fait, je pense que le film est clairement trop court. C'est rare qu'on dise ça. Oui, à ce niveau-là, et je trouve qu'il y a un abus du flashback, du souvenir, voire même du rêve. Oui, de la rémanence du personnage. Qui fait que, au bout d'un moment, tu fais, c'est bon, on a compris. Pourtant, c'est dommage parce qu'il ne veut pas aller vers une espèce de transcendantalisme. Et pourtant,
la réminiscence de cette stratégie malikienne fait que on y arrive. Du coup, t'as l'impression, tu sais pas trop où te placer. T'as l'impression que le film en fait se prend un petit peu les pieds dans son propre tapis. Je trouve ça absolument dommage, dans le sens où je pense que c'est un film qui est sincère, qui est honnête, qui a envie de raconter quelque chose de ce personnage, du couple, de la construction d'une famille. C'est hyper intéressant. Pourquoi le couple va ici? Enfin, c'est très. Il y a un côté un peu taureau hein, là-dedans, la cabane, voilà, la cabane au fond du jardin, comme dirait Francis. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais au final, ça s'essouffle et c'est le ballon en fait s'essouffle, alors que je pense qu'il voudrait que. Il cherche à s'envoler. Il cherche à s'envoler et au final, tu sais pas trop en fait. Et tout ça, il est ultra contradictoire. C'est un film en fait oxymore. T'as l'impression qu'il va un peu dans tous les sens et pourtant, il y a des choses qui sont tellement belles dans ce film. Donc voilà, c'est pas mi bon mi con, mais mi figue mi raisin. C'est mi figue mi raisin parce qu'en fait, il est pas con. C'est un film qui n'est pas con, mais c'est un film qui, je pense, qui est contraint, frère. Qui loupe sa cible. Je trouve ça dommage. Docteur. Ouais, alors moi j'avoue que j'ai trouvé le film très reposant en fait. Moi j'avoue que j'ai vraiment. Alors que c'est quand même globalement la déprime. Ouais, mais moi j'ai trouvé ça calme en fait. C'est un film calme en fait. C'est un film où les personnages parlent pas trop, où on a le temps de regarder les paysages. Enfin voilà, moi je sais que alors c'est peut-être le moment dans lequel j'ai vu le film, hein, mais c'est vrai que c'est un film du matin, c'est un film de petit-déj en fait, ce film-là. Et bon, alors moi j'avoue que si c'était une tisane, ce serait matin calme. Ouais, c'est matin calme, ouais. Le truc, c'est que je vois quand même une différence avec Malick, quand même, qui concerne justement les personnages. C'est que chez Malick, en tout cas dans ses premiers films, le côté élégiaque, en fait, sert d'écrin à des personnages qui, par ailleurs, sont pas des bonnes personnes. Que ça soit La Balade sauvage, que ça soit Les Moissons du ciel, ou que ça soit même La Ligne rouge, c'est des gens qui, voilà, c'est des êtres humains qui se déchirent finalement. Même dans les suivants, même dans les suivants. Les personnages malickiens sont souvent des personnages extrêmement durs. Il y a un regard assez dur sur la nature humaine. Alors que là, au contraire, The Tree of Life, le personnage de Brad Pitt. Alors que là, au contraire, il y a une, je trouve qu'il y a d'où le retour à la nature chez Malick pour contraster avec des personnages qui ont des sentiments et des réactions très ambivalentes pour. Alors que là, là, j'ai trouvé plutôt qu'il y a une espèce il y a une vraie douceur en fait, c'est-à-dire que je trouve que le film parvient quand même à faire ça, c'est-à-dire à faire en sorte que l'histoire d'amour, l'histoire familiale, on a envie qu'elle continue, les gens qui rencontrent, notamment le personnage de William H. Macy, et du coup, qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Ouais, mais qui est toujours bien, quoi, je trouve, quoi. Et la survenue, justement, des accidents, de la mort, de la disparition, de la perte, du coup, semble d'autant plus arbitraire qu'elle s'inscrit justement dans une espèce d'Amérique. Et je peux comprendre que certains réalisateurs américains aient envie de faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce d'Amérique où certes il y a des trucs de racisme, il y a des histoires de pognon, mais il y a toujours la possibilité de retourner justement dans sa cabane et de faire un genre de repli sur soi. Ouais, voilà, et d'aller et de reconnecter en fait avec ce qu'est aussi l'Amérique, c'est-à-dire les grands espaces, quoi. Et c'est vrai que le Montana, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. L'Oregon. L'Oregon, ouais. L'Oregon. Mais ils ont tourné, je crois, dans l'État de Washington. Ouais, c'est à côté. Voilà, mais c'est très beau. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Enfin, franchement, les forêts, les montagnes, les ruisseaux, les machins et tout, c'est vrai que ça donne envie. Et ça donne envie d'aller rien faire, en fait. Et je trouve que là, de jouer avec des petits chiens. Ouais, de jouer avec des petits chiens, de discuter avec des Indiens au coin du feu, d'élever ses enfants. La petite gamine est super, moi je trouve. La petite gamine, elle est super spontanée. Sa fille, je sais pas comment est-ce qu'il l'a dirigée, mais je trouve qu'il y a des moments, elle est vraiment. T'as vraiment l'impression que c'est sa fille, quoi, Joel Edgerton, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et le couple qu'ils forment tous les deux, ils sont mignons comme tout. Ils ont leur petite baraque. Enfin, et en fait, il y a une espèce de contraste entre cette espèce de vie qui est presque une vie, c'est presque une espèce d'Éden en fait. Il y a presque un côté Adam et Ève, il y a presque un côté aube de l'humanité. Et puis quand il va bosser, où là par contre il se retrouve justement en marge de l'histoire, mais d'une espèce d'histoire qui est assez vaine en fait. C'est-à-dire on construit un pont qui est une espèce de truc complètement dingue, une espèce de construction complètement ambitieuse. Et puis on nous dit que 20 ans plus tard, il y a une route en béton qui va être construite et que le pont va être obsolète, quoi. Voilà, il y a cette il y a des scènes assez troublantes, hein. Je veux dire, un type qui arrête pas de citer la Bible, et puis tout d'un coup il y a un homme qui arrive et voilà, qui vient venger son frère, quoi. Et voilà, et ça se fait comme ça, et très poli.
avec une très grande civilité en fait. Et donc c'est une espèce de et puis il y a par contre des trucs sur les Chinois, notamment sur l'éviction des Chinois, l'expulsion des Chinois, sur le racisme anti-asiatique qui ont quand même beaucoup participé à la construction du rail américain et qui ont été régulièrement oblitérés de l'histoire officielle. Et je trouve qu'il y a et en fait avec cet arrière-plan capitalistique, voilà, où on leur dit avec quelqu'un qui meurt, on n'a pas le temps de prendre un jour de congé parce que les patrons ils veulent que ça continue. Il y a la guerre en Europe, enfin voilà, et d'une espèce de sentiment, d'une espèce d'appel à ralentir tout en fait, quoi. Et moi c'est bête, mais j'étais un peu sensible à ça. Alors effectivement je trouve aussi que le film est trop malikien dans sa forme et que effectivement plus que c'est bien fait, c'est bien fait, plus que juste Malik, tu vois, ça m'a fait penser à un autre cinéaste américain contemporain qui je pense à peu près de la même génération, qui est David Lowery, avec Ghost Story, Green Knight. J'ai pas forcément tout de suite pensé à Ghost Story, mais Green Knight, sur la manière justement de filmer la nature, de filmer un certain type de personnage, ça peut faire penser à ça, tout comme dans des séquences un peu accélérées de montage et compagnie. Ça pourrait faire penser par exemple à du Mekas et c'est carnet filmé. Moi, j'ai retrouvé aussi à certains moments le Jeff Nichols de Loving, justement, voilà, cette espèce de comment dire, de confiance dans d'ambivalence sur la nature humaine, c'est-à-dire une nature humaine qui peut être extrêmement violente, extrêmement même s'il n'y a pas de violence dans le film, et en même temps et en même temps ce type qui n'attend qu'une chose, c'est de revenir vers sa femme et sa fille, tu vois, et de s'occuper de son et avec tout, et tout ça avec cette espèce de côté évidemment très comment dire, très païen et très très panthéiste, quoi, avec cette idée d'une nature complètement indifférente aux agissements des hommes, et qui peut se retourner contre eux à n'importe quel moment, par la chute d'une branche ou un incendie de forêt, ou voilà, des choses comme ça. Et ouais, moi je sais pas, j'avoue que effectivement le film est un peu vain dans son propos. Et en même temps, derrière ce côté un peu vain, moi j'ai trouvé qu'il y a une absence de prétention qui moi m'a bien plu, en fait. J'avoue que j'ai trouvé le film. J'ai apprécié ce calme, en fait. J'ai apprécié ce calme et cette cocon. Mais pas cocon réactionnaire, cette espèce d'attention à la nature, d'attention aux autres êtres vivants, d'attention le type. C'est un type simple, mais c'est pas un raciste. C'est pas un mec qui est obsédé par le pognon. C'est juste un mec qui veut vivre sa vie tranquillement, et je trouve qu'il y a une espèce d'appel justement à se débarrasser de tout un tas de choses, en fait, on n'en sait pas trop sur la psychologie du personnage, qui passe uniquement par un narrateur externe qui nous raconte cette histoire-là. Oui, bien sûr, et un narrateur qui n'appartient pas à la fiction, d'ailleurs, et un narrateur qu'on verra jamais. Et il y a une espèce de côté espèce de côté fable. Fable panthéiste, en fait. Donc à la fois, je trouve effectivement, je suis assez d'accord, le film a des défauts, mais je dois, en tant que spectateur, je peux pas dire que je me sois ni ennuyé, ni que j'ai pas été bercé quelque part par il y a quelque chose, j'ai eu le sentiment d'être dans des bras confortables avec ce film là. J'ai trouvé ça assez sympathique, moi ça m'a bien plu. Après c'est vrai que les personnages les acteurs sont super, ont l'énorme qualité de leur simplicité, c'est-à-dire que jamais on va tomber sur une once de cynisme. Il va pas y avoir des grands bouleversements narratifs qui vont dire au final il joue un double jeu ou compagnie, pas du tout. Après on a beaucoup parlé de Terrence Malick. Il y a quand même ce côté. Je disais qu'il y avait quand même quelques ouvertures sur la construction d'histoire, la construction du cheval de fer. Tu as parlé du racisme anti-asiatique. Avec ces très légères postures qui sont, comme je le disais tout à l'heure, exempt de tout discours, je trouve que ça rapproche le film du cinéma de Kelly Reichardt et notamment et de First Cow. Moi aussi, j'ai pensé à ça. Et First Cow, quand on y pense, c'est super simple comme histoire. C'est simple. Il y a cette espèce de flashback aussi au début de First Cow. C'est quand même une recherche. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film. Et là, je trouve que le narrateur de Train Dreams reprend un petit peu l'artifice narratif de Kelly Reichardt. Et je pense que c'est un très beau double programme de qu'est-ce que c'est l'Amérique aujourd'hui. C'est-à-dire on convoque l'histoire, on convoque des cinéastes qui ont l'habitude de nous célébrer une certaine grandeur américaine, même si, comme tu le disais, les personnages malikiens peuvent être d'immenses salopards, ou du moins des gens qui ont des pulsions de mort, quand même, pour beaucoup. Et ici, voilà, il y a le cinéma de Kelly Reichardt est un cinéma qui est plus sec, bien entendu, beaucoup plus aride, beaucoup plus rude, peut-être, qui
exclut peut-être un peu trop l'émotion. Moi, j'aime cette posture, du coup. Ici, il y a beaucoup plus d'émotion. Mais dans ce côté, on va vous raconter une histoire américaine et un certain moment du capitalisme américain. Je trouve que la démarche est assez similaire. Et finalement, c'est très plaisant. La différence avec First Cow, tu vois, mais très stimulant. quelque part aussi la différence avec Malick, c'est qu'en fait les personnages dans First Cow, ils sont plutôt dans quelque chose qui consiste à dominer la nature, c'est-à-dire à être au sommet de la pyramide, alors que là c'est un personnage dont on a le sentiment qu'il se passe son temps à essayer de se fondre dans cette nature sans jamais véritablement y arriver. Lui, oui, avec sa cabane, avec la cabane au fond du jardin. Par contre, sans avoir un projet les promoteurs ferroviaires, eux, ils le disent parce qu'au moment il y a une phrase il dit on a défoncé la montagne. Ils le disent littéralement et c'est tout et ça suffit. Et William H. Macy est très conscient. Il y a une espèce de prescience en fait écologique en fait, c'est-à-dire qu'il dit mais on va pas pouvoir continuer à couper les arbres. Sans qu'on finisse par en subir les conséquences en fait. On va pas pouvoir continuer à construire et à dominer cet espace naturel sans finir par en payer un prix. Il y a la trajectoire individuelle et il y a la trajectoire globale, politique, socio et économique du pays qui fait que en fait pour avancer il va falloir qu'on défonce tout. Et je trouve que c'est assez bien senti. Après, c'est peut-être un film effectivement qui est un peu au milieu du guet, quoi. C'est ça. C'est un film qui est un peu le cul entre deux chaises, entre deux rondins. Où effectivement, finalement, à ne pas vouloir développer de grands discours, on peut se poser la question de savoir, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux nous dire exactement en fait. Et ce côté elliptique, moi, je trouve a du charme. Il a aussi ce revers-là, en fait, c'est-à-dire que effectivement, là où First Cow, je trouve, était en termes de parabole, beaucoup plus construit. Oui. Et même chez Jeff Nichols aussi, je trouve que le côté parabolique de ces histoires est beaucoup plus affirmé. Là, je pense, alors peut-être parce que c'est un jeune réalisateur, qu'il n'a pas encore totalement trouvé son univers. On peut lui laisser le temps. Totalement trouvé son univers. Talent, quand même. Mais par contre, d'un point de vue en termes de mise en scène, de prise de vue et d'émotion, je trouve qu'il arrive vraiment à faire des choses. Et Joel Edgerton et Felicity Jones ils sont super. Hein. Tous les acteurs sont super bien, même les moindres second rôles en fait. Hein. Donc un film, moi j'ai trouvé un film effectivement un peu vain, mais qui est moi que j'ai trouvé loin d'être désagréable. Non, qui propose de très belles choses. On est d'accord. Donc c'est Train Dreams de Clint Bentley, disponible depuis une dizaine de jours sur Netflix. On va passer à toute autre chose et se diriger vers la corporation du crime. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Bruce Springsteen avec Murder Incorporated, car de Murder Incorporated, il en est justement question dans La Femme à abattre, aka The Enforcer, film de 1951 officiellement réalisé par Bretton Windust et co-réalisé officieusement par Raoul Walsh, qui vient de ressortir en Blu-ray chez Remini dans une belle édition avec deux bonus passionnants, notamment un entretien un entretien avec Florian Tréguer, qui est enseignant en civilisation américaine à l'université Rennes 2, et un entretien filmé assez rare avec Raoul Walsh, qui date des années 60, entretien mené par Bazin et Labarthe pour Cinéastes de notre temps. Un entretien absolument passionnant parce que Raoul Walsh savait raconter des histoires, et c'est encore une preuve dans donc, La Femme à abattre. Comme Lang, c'est des mecs super bons interviews, c'est des bons clients, comme on appelle des bons clients. Donc, qui met en scène Humphrey Bogart dans le rôle d'un district attorney, qui donc voit un jour un procureur, un de ces témoins clés d'un procès contre un mafieux qui se fait salement buter, et donc là ils disent putain, on n'a plus personne comme témoin pour aller condamner ce marlou, et donc ils vont reprendre toute l'enquête qu'ils ont menée en retraçant tous les PV et tous les enregistrements qu'ils ont pu avoir. Donc structure classique de film noir en flashback, mais dans lequel est imbriqué aussi d'autres flashbacks et des sur-flashbacks, parce que tant qu'à faire, autant donc compliquer la donne. Et donc le film a été commencé par Bretton Windust, qui est plutôt quelqu'un qui vient du théâtre et qui a fait quelques comédies, qui arrive là donc à la Warner et qui tombe malade assez rapidement, je crois que c'est 4-5 jours après le début du tournage, et donc Jack Warner s'est dit écoutez, ça tombe bien, on va pas laisser tomber un film comme ça, j'ai Raoul Walsh qui est à côté, ça fait 2 jours qu'il a pas tourné, il commence à s'emmerder, je vais l'appeler, il connaît bien Bogart, et hop, c'est parti, roule ma poule. Et effectivement, le film ressemble furieusement à un film de Raoul Walsh
en termes de rythme, en termes d'image et en termes de direction d'acteur, parce que Raoul Walsh est un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma américain, donc de l'histoire du cinéma mondial et surtout de l'âge d'or du cinéma américain, du cinéma donc d'Hollywood avec Walsh et avec Ford. C'est celui qui, après la première génération, donc les Griffiths et compagnie, donnera vraiment ses lettres de noblesse au cinéma américain. Et ce film-là, qu'il prend littéralement en cours de route, en est quand même une preuve assez flamboyante. Donc c'est un procédural extrêmement noir avec une mise en scène et une mise en image avec une profondeur de champ et une noirceur de propos et de personnages qui est absolument merveilleuse. Film trop peu connu dans la carrière de Bogart et dans la carrière de Walsh, qui est donc fort heureusement remis en lumière par cette très belle édition de Rimini, qui en plus évidemment, comme en bon procédural, s'inspire de faits réels, donc la Murder Incorporation, qui était en fait une genre de jonction d'amicale entre les mafias italo-américaines et les mafias juives de New York notamment, pour justement essayer de régler leurs problèmes communs par leur solution préférée, qui est la mort. Thibaut. Oui, le film c'est un film extrêmement plaisant, ultra efficace, comme Raoul Walsh savait le faire. Et en fait, ce qui est bien avec le cinéma de Raoul Walsh, ce qui est bien avec ce film ici, c'est que dès le début du film, on est directement mis dans le bain. Les 15 premières minutes, j'avais le chrono devant moi, c'est littéralement les 15 premières minutes sont délirantes, d'efficacité, d'enfermement. Tu parlais de profondeur de champ et tout, mais ici, tout est enfermé. Il y a des portes, des grilles, des petites pièces. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a un mystère absolument complet. Là, clairement, on dit, là dans l'accroche, il y a une accroche de l'Express qui dit que c'est un grand classique du film noir. Ici, alors il y a des artifices noirs, mais on serait plutôt dans le film de gangster, même si bon, les frontières sont ultra poreuses, tout ça. Mais ici, on n'est pas du tout dans du noir, on est vraiment dans une efficacité gangster absolument délirante. Et j'avoue que la surprise de la 15e minute, je m'y attendais pas du tout. Voilà, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus classique, une série B toute sympa, toute mignonne, mais pas du tout. En fait, au bout de 15 minutes, on est un peu sur le cul et on se dit, mais comment ça va se passer ? Et là, le narratif va commencer à se mettre en place. Mais il faut voir le mystère qui irrigue constamment le film. Il y a bien entendu le personnage de Rico. Qui est-il ? Alors, Bogart, bien entendu, directement, on sait qui il est. En plus, c'est Humphrey Bogart. Mais Bogart, je joue pas, tu vois, le côté Marlowe ou le côté gros bras. Il filme un coup de poing dans le film. Un coup de poing dans le film. 15e minute, je crois, juste avant. J'en ai marre. Mais il y a un mystère absolument délirant. Mais ce mystère, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mystère à contrario du film noir qui est connu pour aller vraiment dans les bas-fonds. Alors on y va dans les bas-fonds, mais avec des tournages un petit peu dans la rue. Voilà, il y a un côté un petit peu cinéma-vérité, pré-cinéma. Il y a pas mal de scènes en décor naturel quand même. Là, il y a un petit peu, notamment la dernière séquence qui est ouf, qui est complètement folle. Mais ici, il y a le mystère. Il y a Rico, qu'est-ce qu'il a fait ? Et puis, c'est qui ce Zem ? Il y a la scène de... Puis c'est un film quand même assez rare qui plongeait vraiment dans les arcanes du crime suite au super procès de la Murder Inc. Oui. Clairement, c'est un film documentaire sur ce qui se passait à l'époque, parce qu'il y avait la commission Kefauver qui œuvrait en fait pour essayer de connaître un petit peu ce qu'était ce syndicat du crime. Et en fait, ici, c'est une démonstration par A plus B ce que c'est. En fait, on plonge dans les rouages administratifs de ce syndicat du crime. Les hiérarchies, toute la dimension hiérarchique. Mais toujours où on ne sait pas. Le méchant, on ne sait pas. Oui, parce que il c'est va ce que arriver rappelle petit à petit. Mais est-ce que c'est la... dans les bonus, c'est que en fait, à la fin, on capture un gars, mais il n'y a pas du tout de résolution au mystère de la structure en fait. de la Est-ce chose. que c'est vraiment la mafia ? Est-ce qu'il y a une paranoïa générale qui s'est installée ? On n'en sait rien. Il y a une espèce de pseudo-happy end au final, mais en fait, est-ce vraiment un happy end dans le sens où au début du film, on nous dit « Ah ouais, mais la justice, elle est faite pour les innocents, on va pas arriver à le choper, le mec. » Et en fait, ils arrivent à le choper, mais sur base de quoi ? On ne sait pas, parce qu'il n'y aura pas de procès. Le procès n'est pas filmé. Donc en fait, la résolution, elle n'est pas typiquement américaine, où en fait, les gangsters vont être enfermés et basta. Non, c'est assez vaporeux. Au final, c'est quand même très sec, mais en même temps, c'est vraiment vaporeux. autant tu peux avoir ce genre de résolution dans les films années 30 après la mise en place du Code Hays, où tu étais supposément avoir une fin morale.
Là, clairement, Là, on la rentre dans le morale cinéma des années 50, c'est-à-dire que la société américaine va commencer à rentrer un petit peu en déliquescence petit à petit, et en fait, c'est un film qui introduit ça. Même si le film noir, bon, on est quand même... Le film noir est déjà arrivé depuis. Depuis c'est même un film noir tardif. Hein, ouais, voilà. On est quand même en bout de course. Pas en bout de course, mais on est en queue de comète. On est en queue de comète. Donc surprenant, fausse série B, je pense. Faux, parce que vrai film qui nous raconte énormément de choses. Docteur. Alors moi c'est vrai que moi je connais pas forcément hyper bien Walsh, mais moi tout ce que j'ai vu de Walsh à chaque fois ce qui m'a toujours plu, moi c'est sa capacité à... C'est énervant, hein. C'est sa capacité. Le mec est incapable de faire un mauvais film. Ouais, sa capacité à rythmer ses intrigues, et puis surtout visuellement quoi. Je veux dire, le traitement du noir et blanc est formidable dans ce film-là, les ombres, les placements des personnages, les placements des personnages dans le cadre, voilà, donc c'est vraiment voilà, moi j'avoue que je le connaissais pas celui-là. J'avoue que c'est une super belle découverte. J'en profite pour faire un petit coucou à mon ami Loïc de Marseille, dont je sais qu'il est un très 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 grand propagateur de Raoul Walsh, qui est un réalisateur qu'il aime beaucoup. Donc il faudra que j'en rediscute avec lui, que je rediscute de ce film-là avec lui. Voilà, parce que je pense qu'il l'a vu et je pense qu'il l'a apprécié. Et comme je sais qu'il écoute notre émission, j'en profite pour le saluer. Salut Loïc. Donc moi c'est vrai que l'ouverture, moi ça m'a assez bluffé en fait. Hein. C'est-à-dire que moi je m'attendais, en fait, je confondais un peu le film avec Une femme dangereuse, qui est un autre Walsh avec Bogart. Les titres français peuvent être trompeurs. Voilà, avec Bogart et Ida Lupino. Donc pour moi dans ma tête c'était Bogart trouve un témoin, il faut qu'il le protège, et voilà, il va y avoir des tentatives de meurtre. Sauf qu'en fait c'est pas du tout ça qui se passe en fait. La femme à abattre. Alors je sais pas jusqu'où on peut aller dans le spoiling. C'est un témoin à retrouver. Voilà, sauf que bon. Et elle arrive tard. Voilà, la femme à abattre arrive hyper tard dans le film. Et avant ça, il y a des moments d'acteurs et des moments de mise en scène qui sont complètement dingues. Bon, il y a toute la scène d'ouverture avec le Rico qui est mort de trouille parce qu'il doit balancer un certain Mendoza, qui est interprété par un acteur que moi j'aime beaucoup, qui est Everett Sloane, qui est acteur qui était un pote d'Orson Welles, qui faisait partie du Mercury Theatre et qui joue dans Citizen Kane en fait. Donc j'étais très très content de voir cet acteur qui joue aussi dans La Dame de Shanghai. Une vraie tête de crapule. Ouais, très content de revoir ce très sympathique second rôle du cinéma hollywoodien. Et puis une galerie de gueules, voilà, complètement dingue. Voilà, celui qui est dans l'hôpital psychiatrique, il est super. Enfin voilà, et des personnages qui tour à tour, et là pour les acteurs ça a dû être un plaisir à jouer quoi. C'est-à-dire que des personnages qui tour à tour sont des gros durs et se transforment en chiffre-molle dès que les choses commencent à se craquer en fait, à se craquer autour d'eux. Donc il y a vraiment voilà, il y a des trucs, et du coup ça permet aussi finalement de faire passer. Alors il y a des trucs que j'ai peut-être mal compris dans le film, mais moi il y a deux trucs en fait, je me suis dit mais il y a des trucs en fait qui sont pas cohérents en fait dans l'intrigue. C'est-à-dire que j'ai pas bien compris par exemple l'idée justement du Murder Inc. Parce qu'en fait le Murder Inc, moi j'ai l'impression que c'est uniquement pour régler en fait un espèce de meurtre séminal où il y a eu des témoins, et donc j'ai l'impression que tout déclenche de ça. Donc je me dis mais alors ils sont où les autres commanditaires qui commanditent des meurtres? Enfin il y a une espèce de hors-champ. les grands chefs. Voilà, il y a une espèce de hors-champ qui c'est pas très clair. Et puis il y a un truc, alors moi c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais il y a l'histoire avec la tenancière du tripot où se déroulent les réunions justement. Oui. Et c'est marrant parce que on nous dit qu'elle est tuée à un moment donné donc dans le film, mais c'est dans un flashback alors qu'elle apparaît au mais c'est moi. Non, mais c'est les flashbacks. Mais non, mais c'est parce qu'il y a des flashbacks dans des flashbacks, mais et du coup je me suis emmêlé les pinceaux. Non, mais c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. C'est la complication de la structure narrative. Elle se fait tuer après que Bogart se l'ait interrogé. Oui, d'accord. Donc voilà, donc il y a ce côté film noir dans le sens. Donc ça se tient. Hein. Non, mais justement, il y a le côté film noir dans le sens où au bout d'un moment l'intrigue devient un petit peu filandreuse et où tu finis par dire, je m'en fous en fait. Oui. Je regarde juste comment c'est filmé. Je regarde juste les super acteurs. Du Grand Sommeil où il y a un personnage qui meurt et personne ne sait qui l'a tué. Le chauffeur. Bogart demande à Hawks, il fait j'en sais rien, t'as qu'à demander à William Faulkner, fait j'en sais rien, demande à Chandler, et puis Chandler il fait mais j'en sais rien, moi j'ai pas pensé à ça. Voilà. Et finalement c'est pas grave. Et on s'en fout complètement. Et vraiment c'est vrai que voilà, moi j'ai trouvé il y a tout ce côté film noir, effectivement le noir et blanc, le cadre urbain, les scènes en décor naturel, la scène finale qui est complètement dingue, la scène finale dans la rue qui est une super scène quoi, une super scène. Tu sens la rue là, vraiment.
Ah ouais, qui est vraiment une super scène. Et puis une violence bien sèche. Hein. Ouais, et puis des personnages qui sont tous dans la duplicité. Par exemple, il y a une scène, sans trop révéler, ils vont interviewer, donc ils trouvent un cadavre de femme dans une bagnole. Ils vont interroger quand on est de la police. Voilà, ils vont interroger donc la colocatrice de cette jeune fille qui est morte, elle a l'air toute bien, toute mignonne et tout. Je veux dire, Bogart se barre. Il ferme la porte et là tout d'un coup, elle sort une valise de sous son lit, elle ouvre la valise et on se dit putain, mais même elle, qui est le personnage le plus innocent de tout le film, même elle, ils ont tous quelque chose à se reprocher, ils ont tous des cadavres dans le tiroir et donc ça donne un monde justement là pour le coup très film noir qui est un monde de duplicité et d'ambivalence permanente des êtres humains. Ouais, de côté gris des personnages, quoi, comme il y avait plus tard chez Friedkin. Exactement. Et ça, moi je trouve, et moi j'adore ça, moi dans le film noir, j'adore cette idée que l'humanité c'est pas des bons et des méchants, c'est des nuances de gris en fait entre les deux, quoi. Thibaut, c'est en nuances de gris. Ce qui est oui, pour le coup, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Walsh ne fait pas trop n'en fait pas des caisses en termes de mise en scène parce que c'est un film qui est très tenu. Il aurait pu, par exemple, quand Murder My Sweet de Dmitri, qui est un des classiques du film noir, où il en fait des caisses en termes de surimpression. Par exemple, et de fondu enchaîné. Ici, pas du tout. Il y a une surimpression, je pense, ou alors une espèce de double focale, un procédé un peu chelou, mais en fait, tu t'en rends pas compte parce que le film reste d'une très belle sécheresse. Après, on n'est pas chez Aldrich non plus. On n'est pas encore chez Aldrich. Non, on n'est pas encore dans cette espèce de côté maniériste en fait. Oui, voilà. Et il y a un truc moi qui m'a beaucoup plu par contre, c'est par rapport à ce syndicat du crime. C'est le côté Kaiser Soze, moi, qui m'a plu. Hein. Ce côté du Usual Suspects, quoi. Et voilà, c'est qu'en fait... Des méchants invisibles et des trucs comme ça. Des méchants invisibles, la pieuvre mafieuse qui s'infiltre, on sait pas trop, mais en fait, au final, c'est une personne qui va te raconter quoi ? Il va te raconter l'histoire de l'entrepreneuriat américain. Du capitalisme américain, mais par le crime. Du capitalisme américain. Parce qu'on sait que le syndicat du crime américain a été créé et s'est élevé en même temps que le grand capitalisme entrepreneurial. Et ça, il y a moins la dimension sociale du film noir, parce que je considère que c'est vraiment dans le film noir, enfin moi mon film noir préféré, c'est Assurance sur la mort, et enfin, pour moi, il y a tout. Et c'est vraiment l'histoire d'un pauvre mec. Et puis, il y a une vraie dimension sociale. Il n'y a pas la dimension sexuelle non plus. Et pas chez Bogart, en tout cas. Voilà, il n'y a pas de dimension sexuelle, il n'y a pas de dimension sociale. Mais par contre, il y a une vraie volonté politique, je pense, dans ce film-là. Et c'est là où je disais qu'il y avait des choses intéressantes. C'est cette volonté politique. Et le discours que nous raconte en fait le méchant est au final assez glaçant. Ouais. Rico, et quand on pense que le film a une espèce de fausse happy end, tu fais mais en fait le mec là, il est transformable en des milliers et des milliers. Il est reproductible dans des milliers et des milliers d'entrepreneurs. C'est le crime à l'ère de sa reproduction technique. Exactement. De sa reproductibilité. Et bah voilà. Et en fait du coup, ça en fait quelque chose de assez glaçant et du coup ça corrèle bien. C'est très bien corrélé avec le film dont on a parlé précédemment avec Train Dreams. Quelle programmation cohérente. Mais justement sans le capitalisme. Moi je trouve que sans cynisme, c'est-à-dire que le personnage de Bogart, il y a pas de cynisme. Voilà, le personnage de Bogart, c'est vraiment le mec légaliste. Procureur. Qui par contre a des techniques un peu de bâtard quand même, qui fout la trouille aux gens pour leur faire cracher les trucs et qui tient à ce qui veut boucler son affaire et qui est prêt à la police fait la police. Toute la scène où il y a un des témoins, en fait, il fait venir sa femme et son gamin en disant la femme c'est pas la femme, on va la mettre en arrestation. Le gamin il va partir à la DAS et le gamin il part à la DAS. Putain, je me dis putain, enfoiré quoi quand même quoi. Et donc tout le monde est un peu des enfoirés quand même dans ce truc là, mais je trouve que mais aussi tout le monde a des excuses aussi quelque part. Enfin il y a c'est très très intéressant, moi je trouve comme le seul qui est pas d'enfoiré, c'est Raoul Walsh, donc La femme à abattre, The Enforcer de Bretting Windust et Raoul Walsh qui vient de ressortir en Blu-ray chez Rimini. On va passer au coup de cœur. C'est nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Les coups de cœur carrément florés. Alors moi ça va être de la musique et on va continuer un petit peu dans le noir avec le groupe danois MOL, donc MOL, et leur album Diorama en attendant leur prochain album qui sort au début de l'année 2026. Du post-black metal, ça crie dans tous les sens mais avec un certain sens de la mélodie qui fait qu'on se rapproche des zones de gris qu'on évoquait. Du grey metal. Donc du post-grey metal. Voilà, qu'on évoquait précédemment. Donc album absolument somptueux. On a hâte d'entendre ce qu'ils font. Sinon ça aurait pu être
Los Años Nuevos, mais je ne sais nous toujours pas mettre des mots sur cette série. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Merci Thibaut. Bon, docteur, célébrons les morts. Eh ben, ce sera noir aussi, voilà, puisque ce sera un triple rest in peace pour moi, qui était un double rest in peace au départ et qui est devenu un triple rest in peace, puisque donc dans les dernières semaines sont décédés l'immense Peter Watkins, qui pour moi est un des grands maîtres du cinéma vérité, Culloden et La Bombe, ça reste quand même deux des plus gros chocs cinématographiques en faux documentaire que j'ai jamais eu. Tom Stoppard également, qui nous a quittés, co-scénariste, un des scénaristes du Brésil de Terry Gilliam et grand dramaturge britannique, donc paix à son âme, à lui également. Et puis donc là j'ai appris ça plus récemment, mais le grand Udo Kier, célèbre sale gueule du cinéma, fantastique et super acteur, qui était toujours très bon à avoir en caméo dans un film. C'était toujours une très bonne caution horrifique. Udo Kier, Udo Kier malheureusement lui aussi nous a quittés. Donc malheureusement trois bons gars que j'aimais bien, effectivement, qui ne sont plus, mais il reste évidemment leur film. Exactement. Alors moi je vais continuer dans le noir avec un double documentaire narcotrafic, Le poison de l'Europe, de Christophe Bouquet et Mathieu Verboux sur Arte en ce moment, qui avait déjà réalisé Mafia République et Histoire du trafic de drogue notamment. Donc ça suit un peu les mêmes principes, c'est toujours passionnant, c'est ultra documenté, une très belle mise en scène et c'est évidemment glaçant. Pour une fois, c'est pas les Anglais qui sont les bâtards, mais c'est les Hollandais. Donc ça fait du bien aussi de chier un peu sur les Hollandais. Et sinon, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, le docteur Simon Gosselin, bravo champion. Voilà. Tout à fait, nous souscrivons. Merci beaucoup Margot, la mise en son de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'amour et de cul. Merci messieurs, prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.